Godsena? I Smitten, Pascal. Drôle de geste, drôle d'enfer. Oui, mais c'est toi, c'est toi. Oh, non, 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 non. T'as pas fait comme ça. Alors, Monsieur Van Guatsonhoven est là? Alors, la parole est à Monsieur Van Guatsonhoven, à Monsieur Smet, sur la procédure suivie par la STIP pour prendre en location l'ancien siège de la Belgique. Voilà, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la presse hier faisait écho d'un accord visant à la location pour 40 ans d'un bâtiment, l'ancien bâtiment siège de la Belgolèse, qui est au demeurant resté vide de très longues années. Ce bâtiment est certes situé en plein centre de Bruxelles, mais les modalités évidemment de cet accord posent des questions, même si il semble qu'il n'y ait pas à ce stade encore eu de signature. En effet, Monsieur le Ministre, l'absence d'appel à marché public dans ce dossier pose question. Pourquoi, par rapport évidemment à une location aussi importante qui au demeurant n'aboutira pas, semble-t-il, à une possibilité d'acquisition à terme, pourquoi n'y a-t-il pas eu donc d'appel à marché public? Est-ce que le gouvernement, votre gouvernement, peut garantir la transparence et la bonne gouvernance dans ce dossier? Est-ce que vous avez eu depuis lors des discussions avec le conseil d'administration, le cas échéant, pour réviser cet accord? Et enfin, Monsieur le Ministre, quelle est votre position par rapport à une procédure balisée et morale dans le cadre de ces recherches, de ces dossiers immobiliers juridiquement obligatoires pour cette OIP, et ceci dans l'avenir? Je vous remercie de m'éclairer sur ces diverses questions. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler à Monsieur Van Guatsonhoven l'article 41 de la loi qui dit très clairement que la législation en matière de marché public ne s'applique pas à l'acquisition, la location ou l'établissement de droits réels sur les immeubles déjà existants, mais uniquement aux travaux qui sont effectués. Et par conséquent, la STIP doit évidemment respecter la loi. Et concernant l'enquête du marché, la STIP doit et a respecté les règles de bonne gouvernance, c'est-à-dire transparence, motivation, traitement équitable. En procédant à une vaste enquête du marché, à cet égard, il convient de remarquer que le mode selon lequel l'enquête du marché doit se dérouler n'est pas prescrit par une réglementation spécifique, mais dans la pratique, cela résulte en une vaste enquête de marché, soit directement, soit via des intermédiaires sur la base de conditions préalables, prédéfinies, lieu, nombre de mètres carrés nécessaires, et c'est ce qu'a lieu dans le cas précisant. Le conseil d'administration de la STIP a donné son feu vert pour poursuivre les discussions avec le propriétaire du bâtiment de l'ex-Belgolèse, mais aucun contrat n'a encore été signé pour ce bâtiment, et alors les discussions sont en cours. Je vous remercie. Écoutez, j'entends ce que le ministre dit, et donc oui. Donc, selon vous, la procédure qui a abouti, qui risque d'aboutir à la location pour 40 ans de l'ancien siège de la Belgolèse, c'est selon vous fait de façon absolument correcte et irréprochable. C'est bien ce que vous me dites. Pourquoi vous demandez la question? Vous avez autres indices? Parce que j'ai lu, comme vous, sans doute, un article dans un quotidien au demeurant assez bien renseigné qui était pour le moins interpellant, vous en conviendrez. Mais il faut bien relire ma réponse. On le fera, Monsieur le Et Ministre. la loi. Merci à M. Van Guatsonhoven et à M. Smet d'avoir été succincts et respecté les temps de parole pour les questions d'actualité.
J'en profite pour vous dire que l'autre fois, nous avons quand même largement dépassé les temps qui étaient consacrés aux orateurs. Donc, s'il y a moyen de s'en tenir à ce qui est une règle maintenant, 2 minutes pour l'auteur, 2 minutes pour le membre du gouvernement et 1 minute s'il y a des orateurs en plus par orateur. Donc ça. Monsieur Pinksteren. Monsieur le Président. À Monsieur Vervoort, au ministre-président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre-président, ça je trouve pas mal, hein. Ça je trouve pas mal. Mais voilà un peu le sens de ma question. On va aller un peu plus loin, évidemment, parce que c'est ça qui est intéressant avec le vocabulaire Schtroumpf, si vous me permettez de faire une petite parenthèse très courte, c'est qu'on peut y voir ce qu'on veut. Ah oui, mais bon, c'est pas... Sur l'orthographe Schtroumpf, il y a parfois aussi des discussions, il y a des débats. Voilà. Schtroumpf orthographe, etc. Bref, donc l'avantage du langage Schtroumpf, c'est qu'on peut y voir un petit peu, et entendre d'ailleurs un peu ce qu'on veut. Et donc c'est pas mal, parce que justement, moi, cette campagne, je la trouve... après, j'ai pas tellement à trouver de quelque façon que ce soit, c'est très subjectif, mais j'ai essayé de comprendre dans quoi elle s'inscrivait, en fait. Parce que j'ai refait la liste de tout ce qui a déjà été fait depuis les attentats, depuis le lockdown plutôt, et donc on est bien d'accord qu'il faut favoriser et promouvoir Bruxelles, qu'il faut travailler à l'image de Bruxelles, travailler au city marketing, etc. etc. Et donc depuis ces tristes événements, on a eu Proud to be Brussels soutenu par la région bruxelloise, on a eu Call Brussels, on a eu Summer in Brussels, on a eu Make Brussels, on a eu Take Me to Brussels, ça c'est nouveau, on a eu Mix City qui aujourd'hui... On a Love Brussels, etc., Mix City, etc. Bref, on a une campagne de promotion qui est intéressante, vient en vague, mais dont on a du mal à comprendre la ligne directrice, si ce n'est que tout d'un coup, Bruxelles se découvre de nouveaux ambassadeurs, à savoir des petits hommes bleus, parce que c'est essentiellement des hommes d'ailleurs, des Schtroumpfs. En termes de genre, on pourra en discuter. Et à côté de ça, Monsieur le Ministre-Président, il y a un autre... besoin et une autre réflexion qui porte sur l'identité bruxelloise. On a déjà eu l'occasion régulièrement d'en discuter, où là on a toute une série d'autres initiatives qui sont prises, notamment par la Fondation Rabaudouin avec Bruvoice, par aussi M. Madran, qui effectivement est un ministre qui s'ancre dans Bruxelles, puisqu'il puisqu'il développe des cabinets citoyens. Et donc on a un peu ce mix, c'est le cas de le dire, d'initiatives. Et on s'y perd un peu, Monsieur le Ministre-Président. Et donc j'aurais voulu savoir, puisque ici vous voulez emmener les touristes à Bruxelles, j'aurais voulu savoir en fait où vous vouliez emmener Bruxelles, vous, en matière d'identité et de visuel. Ce sujet, hein, Monsieur Pinksteren, moi je pensais qu'on resterait au Schtroumpf et franchement... On pourrait y consacrer d'ailleurs une bonne partie d'une matinée à une commission pour qu'on vous expose un petit peu... Je m'y emploierai, si vous voulez. Ah ben, c'est une belle perche. Mais non, écoutez, il y a eu une série de campagnes, en tout cas je parle en termes d'image de Bruxelles. Il faut bien considérer que on est ici dans le développement, je parle bien de ceci, de marchés prioritaires. Le premier marché prioritaire étant le marché intramuros. Donc les premières campagnes qui ont été développées l'année dernière visaient essentiellement le marché belge, donc wallon et flamand, parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est une source d'apport touristique extrêmement importante. Il y a eu toute une série d'initiatives qui ont été prises à l'étranger, effectivement, pour redorer l'image de Bruxelles. Et puis, on a décidé, à l'époque, dans les mesures post-attentat, de dégager un budget qui permette de développer et de redorer l'image de Bruxelles dans ce qu'on appelle nos marchés prioritaires. Nos marchés prioritaires étant les pays limitrophes, et donc c'est la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Un marché public donc, a été lancé pour développer une campagne dirigée vers ces marchés et permettant également de se raccrocher à une série d'activités propres, touristiques,
sachant que, et si vous regardez les villes qui ont été choisies, ben, ce sont des villes qui ont, pour la plupart, aussi connu des attentats. Donc Paris en premier, parce qu'il y a des liens assez forts qui nous unissent, et puis on sait bien que dans cette séquence particulièrement difficile qu'on a vécue, je dirais que l'élément déclencheur a été les attentats Charlie Hebdo. Alors, je trouve pourquoi, ben, ça, je dirais que ça fait partie du marché européen, du choix qui a été opéré à cet égard. Ce qu'on peut considérer, c'est que ce sont des personnages qui, même s'ils sont bleus, connaissent un rayonnement qui va largement au-delà de nos frontières. Aller en Chine, en Asie, enfin dans le monde entier, après on peut discuter mais qui sont mondialement connus. Et donc, l'idée ici était de développer, au travers de personnages qui nous semblent des personnages sympathiques, emblématiques de ce qu'est Bruxelles, de développer une série d'opérations, parce que ça ne se limite pas qu'au Schtroumpf, évidemment. Et c'est pour ça que je disais, c'est un peu court ici de répondre, je dirais, sur l'ensemble des opérations qui seront mises en œuvre. Mais il va de soi que l'objectif est d'amener les touristes au travers alors, de tous les aspects viraux, Internet, enfin, parce que l'opération va au-delà d'amener quelques Schtroumpfs un peu partout au même moment dans toutes ces villes, hein, et donc de repositionner Bruxelles, c'est également de développer tous nos atouts. Et c'est une application particulière qui existe, qui va être développée. C'est donc le concept Take Me to Brussels, où on va accentuer tout le volet tourisme affinitaire. Donc, suivant ce que vous êtes, vous pourrez, au travers de cette application, vous définir vous-même, et l'application vous donnera tout ce qui vous convient, en fait. Donc, c'est personnaliser les lieux, les moments, les activités, les festivals, enfin, tout ça sera mis à jour en permanence, et ça va bien au-delà, bien évidemment, des Schtroumpfs eux-mêmes. Par rapport, parce que moi j'avais lu, c'est vrai que vous m'avez déposé une question d'actualité en forme de tweet, hein, parce qu'on dépasse un petit peu les 140 caractères, mais parce que vous me dites, tiens, les personnes filmées de dos sur une musique triste. Je me suis dit, monsieur Pinksteren devait être, comment dirais-je, un peu... Sur cet aspect-là, peut-être pour préciser ma pensée, monsieur le ministre-président, quand on voit ce clip, hein, je veux dire, ce clip contraste. Regardez la page que fait le soir sur Bruxelles. Ce sont que des visages d'une diversité rare et souriants. Le film qui est proposé de promotion qui doit donner envie de venir à Bruxelles sont des personnes de dos, contemplatifs, sur une musique qui effectivement ne donne pas envie de danser. Donc je trouve que c'est un peu curieux. Tout qui vient à Bruxelles n'a pas nécessairement envie de danser. Hein. Non, je comprends que chacun projette. On ne sent aucun enthousiasme. C'est statique. Enfin, après, c'est un choix éditorial, diront certains. C'est un choix que vous faites, mais je trouve que entre ceci, de la couleur des visages et des sourires, Mixity, et le film et la vidéo, je trouve qu'il y a un contraste. Alors je vais vous dire, normalement le making-of du clip devrait circuler aussi, parce que lui, oui, bien sûr, et donc on a fait appel à des artistes bruxellois, en plus c'est des Bruxellois qui ont réalisé ça, non mais connus, hein, c'est ceux qui ont réalisé Runescope, donc le film sur les néerlandophones. Donc franchement, moi je me discute rarement les aspects esthétiques mais figurez-vous, l'idée, pourquoi de dos? Parce que, fatalement, tout qui regarde, c'est vous, potentiellement. Tout qui regarde Bruxelles, c'est vous. La personne qui regarde n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est Bruxelles, c'est ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est le choix qui a été fait. Mais ça, c'est un choix artistique. Moi, franchement, vous savez, par rapport à ça, c'est comme en architecture, il faut rester modeste. Je trouve, bon, voilà, en tout cas... Artistiquement, c'est bien réalisé, franchement. Après, on peut toujours discuter du choix. Et la musique, j'ai envie de dire, c'est vrai, peut-être que si on n'est pas... On est un peu, comment dirais-je, dans le blues, peut-être on va trouver la musique triste. Moi, je ne l'ai pas trouvée triste. Mais c'est vrai que j'ai un naturel optimiste, donc c'est peut-être ça.
Voilà, mais ceci dit, maintenant, pour faire bref, moi je n'ai aucun problème à ce qu'en commission, parce que bon, ça va au-delà de la question d'actualité, à ce qu'on demande de venir un peu présenter l'ensemble des opérations et l'ensemble des actions qui vont être menées durant cette année dans le cadre de parce que ça va au-delà évidemment de ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. C'est une opération qui va se dérouler sur toute l'année 2017. Donc moi je n'ai aucun souci à ce que à l'occasion d'une interpellation, on puisse aller un peu plus en avant et un peu plus en profondeur sur le sujet. Je pense que l'image de Bruxelles mérite mieux qu'une question d'actualité. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais donc là, on a une campagne de 6 mois, 4 millions, c'est quand même des moyens considérables pour une période assez courte. Ma question fondamentale, mais on en rediscutera en commission, c'est... Ça, je gêne. Donc, je comprends alors. Donc, la question fondamentale, c'est quel lien vous faites entre notre identité bruxelloise que certains cherchent, que certains identifient, et ce qui est proposé, ce qui est projeté vers l'extérieur. Et là, ça, c'est une vraie question fondamentale, je trouve. On ne vendra que ce qu'on est, monsieur le ministre-président, et je ne suis pas un schtroumpf. Oh, ceci n'est pas un schtroumpf, ceci n'est pas un schtroumpf. Alors, on est des nains bleus. Bon, non, pas vous, quand même. C'est un pays qui est de référence pour vous. Allez. Madame la ministre, vous avez suivi comme nous tous les débats qui se sont tenus au niveau de la Belgique suite à l'élection de l'Arabie saoudite à la Commission de la condition de la femme de l'ONU. Nous avons tous été surpris, je ne vais pas revenir dessus, nous le savons, le temps est limité. Je ne vais non plus pas faire une description de la situation des femmes en Arabie saoudite pour une autre fois. Bon, ce débat sur la position belge s'est élargi aux relations commerciales que nous entretenons avec ce pays et il me semble plus nécessaire que jamais à ce stade qu'une position commune entre les régions soit adoptée. Tout ceci peut avoir des conséquences sur la politique de commerce international qui est menée par notre région et notamment sur nos missions économiques. J'ai 3 questions, Madame la Ministre. Quelle position sera adoptée par notre région dans une discussion entre les régions et le fédéral sur ce sujet? Quel est l'avenir de nos relations commerciales avec l'Arabie saoudite, d'après vous? Et dernière question, en commission Affaires économiques, le débat sur les bilans des missions écoulées et le programme de celles à venir a été lancé. Une mission en Arabie saoudite est-elle prévue et si oui, sera-t-elle maintenue? Je vous remercie, Madame la Ministre. Salut, Jeff. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik sluit me helemaal aan bij de vragen van mevrouw Suskind. Ik heb daarover in het verleden meneer Van Engel al verschillende keren ondervraagd. Hij heeft toen altijd verwezen naar de noodzaak om naar een federaal of een gedeeld standpunt te komen. Ik denk toch dat op een bepaald moment wij met Brussel onze verantwoordelijkheid moeten nemen en niet kunnen wachten op een standpunt van de andere regeringen. En 2, het is nu heel duidelijk, ook meneer Reinders heeft eigenlijk zelf de voorzet gegeven, dat hij eigenlijk zegt van de gewesten moeten zelf of kunnen zelf met een voorstel komen. Dus ik denk dat wij niet langer kunnen afwachten, maar dat wij zelf, zoals mijn collega komt te zeggen, zelf stappen moeten ondernemen om hier een duidelijk standpunt in te nemen. En het standpunt van de SPA is daarbij heel duidelijk. Wij moeten eigenlijk weg van het behandelen van Saudi-Arabië als een belangrijke handelspartner. Ik denk niet dat dat toekomst heeft gezien al die schendingen van de mensenrechten, al de recente commotie rond Saudi-Arabië, zowel internationaal als in Brussel. Monsieur le Président, je répondrai donc, vous l'avez compris, également aux questions de Monsieur Van Damme au nom de Monsieur Van Engel. Et je vais d'ailleurs commencer par cela. De Brusselse Hofstedelijke regering heeft acht genomen van de verklaringen van de minister van Buitenlandse Zaken over het stopzetten van de wapenexport richting Saudi-Arabië. De regering gaat ervan uit dat het punt dan ook besproken zal worden in de ad hoc overlegstructuren over de in- en uitvoer
van wapens en op de agenda zal komen van een eerstvolgende ICBB. In dit kader zal de Brusselse regering zich allicht kunnen vinden in een gezamenlijk Belgisch standpunt dat zou pleiten voor een embargo van de Europese Unie voor de uitvoer van wapens en van goederen voor dubbel gebruik richting Saudi-Arabië. De laatste jaren is de Brusselse regering niet gevat door aanvragen van import of export van of naar Saudi-Arabië. Meneer Van Damme, het zou in deze omstandigheden van weinig regionale loyaliteit getuigen, mocht de Brusselse regering het initiatief nemen op een Belgisch moratorium te bepleiten. Deze kwestie overstijgt niet alleen ons gewest, maar zelfs ons land en een moratorium zou op Europees niveau besloten moeten worden. Tot dan zal de regering, mocht zij gevat worden door een concreet aanvraagsdossier, dit nauwkeurig door de bevoegde diensten laten onderzoeken en op basis van de omstandige argumentatie ter zaak een beslissing nemen. En ce qui concerne plus spécifiquement, enfin plus globalement, les relations commerciales avec l'Arabie saoudite, de manière générale, il ne nous appartient pas de décider si oui ou non chacune de nos entreprises ou nos entreprises peuvent développer des relations d'affaires dans ce pays. Je crois d'ailleurs que ce n'était pas l'objet de votre question, mais bien des missions. En 2016, pour votre information, moins de 10 millions d'euros d'exportation sont partis donc de Bruxelles, d'entreprises bruxelloises, vers l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est notre 44e client en termes d'exportation. Cependant, en réponse aux attentes des entreprises bruxelloises, Bruxelles Invest et Export avait initialement inclus dans son plan d'action 2017 une mission organisée par la WEX vers ce pays. Donc elle offrait la possibilité aux entreprises bruxelloises de se joindre à cette mission. Cependant, il nous est apparu rapidement qu'il n'était pas opportun de maintenir cette mission à notre programme et donc elle n'est plus d'actualité. Concernant l'organisation de nouvelles missions économiques, rien n'est prévu pour l'instant. Nous évaluerons chaque année la pertinence de l'organisation d'une telle mission, tant du point de vue économique que du point de vue de la situation générale dans le pays. Nous inscrirons la position bruxelloise dans la position belge et idéalement européenne. Par contre, à titre personnel, il est pour moi tout à fait, avec ma fonction, il est pour moi tout à fait clair, et ce depuis ma prise de fonction, que tant que des progrès notables en matière de droits humains et singulièrement en matière du statut des femmes en Arabie saoudite, tant que donc ces progrès n'auront pas été notables et concrétisés, je ne mènerai personnellement aucune mission économique dans ce pays. Madame la Ministre, je vous remercie pour vos réponses, Madame la Ministre. Nous allons poursuivre le suivi, évidemment, de tout ce processus, y compris nos exportations, les exportations de la Belgique vers l'Arabie saoudite, etc. Et le commerce des armes aussi, évidemment. Ja, mevrouw de minister, dank u wel voor uw antwoord. Op het stukje van het antwoord met betrekking tot meneer Van Engel kan ik u natuurlijk moeilijk interpelleren, maar ik vind het toch belangrijk om te zeggen dat ik wel vind dat wij in deze een voortrekkersrol kunnen spelen en dat ik niet vind dat wij alleen maar een afwachtende houding kunnen aannemen. Dus ik moedig de regering ook ten sterkste aan om toch zelf ook in dit dossier het voortouw te nemen en niet enkel afwachten wat de andere gewesten doen. Dank u wel. Alors, mevrouw Groels, over de reactie van de regering op het federale plan om dus de politiezone zelf agenten te laten recruteren aanwerven. Mevrouw. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de minister. We hebben dat inderdaad in de pers vernomen, dat de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Bon, aan de Brusselse politiezones de mogelijkheid wil geven om zelf politieagenten te recruteren. Ja, maar oké. Maar dus u gaat mij zelfs antwoorden. Een beetje naar
op model van het proefproject dat in Antwerpen loopt. Dus op zich vinden we dat natuurlijk heel goed dat de lokale niveaus zullen instaan voor de recrutering van agenten, want dan zal het corpus misschien wat representatiever zijn voor die lokale bevolking waar zij voor moet dienstbaar zijn en ook zal ook beter de lokale situatie kennen, de terreinervaring hebben. Maar er zijn toch een aantal zaken die mij tot u zich vragen doen stellen, want wij vernemen in de pers dat voor Brussel het de 6 politiezones zouden zijn die deze recrutering zouden doen, terwijl het voor ons eigenlijk evident zou zijn dat het Brussels hoofdstedelijk gewest die opdracht op zich zou nemen, zoals trouwens ook afgesproken is in de 6e staatshervorming. En ten tweede willen wij toch ook zeker zijn, de Brusselse politieagenten moeten tweetalig zijn, dat is ook wettelijk zo voorzien. En dus wij willen natuurlijk dat in deze nieuwe situatie dat dit ook behouden blijft. Vandaar dat ik dus een aantal vragen heb voor u. Bent u als minister-president betrokken geweest bij deze nieuwe mogelijkheden, dus die federale plannen om de lokale bestuur de mogelijkheid te geven zelf politie aan te werven en te recruteren? Wat was uw bijdrage hierin? Wanneer zou dit project voor Brussel van start gaan? Hoeveel agenten zouden rechtstreeks hier in Brussel kunnen aangetrokken worden? En ja, klopt het dat in Brussel het de 6 politiezones zijn die aanwervingen zouden doen? Of kan het gewest daarin een rol spelen wat normaal zou zijn? En trouwens ook de afspraak is in de 6e staatshervorming. Daar zou ik graag wat opheldering van uw kant uit over hebben. Hoe zit het dan met de wettelijk verankerde taalvereisten? Die zullen toch behouden blijven? Dat is ook een vraag. En gaat er een campagne volgen om onze jongeren aan te moedigen om zich te engageren voor een carrière bij de lokale politie? Ik denk dat dat een nobele taak is in een samenleving. Dus gaat er een campagne rond gebeuren? En tenslotte gaat u ook een diversiteitscharter maken om het diversiteitsbeleid binnen het Brusselse politiekorps in de verf te zetten. Dat zijn mijn vragen. Op uw verschillende vragen zou ik zeer kort ja kunnen antwoorden. Maar ik zal u wel aan u herinneren dat wij op 30 mei 2016 een brief hebben gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken om zich kandidaat te stellen voor de recrutering van, dus hetzelfde model dan Antwerpen, van Brusselaars. We hebben een antwoord gekregen op 17 februari 2017. En te zeggen dat het proefproject nog niet integraal geëvalueerd werd, dus dat wij moeten nog enkele weken of maanden wachten, maar dat het mogelijk zou zijn om zo'n project te kunnen invoeren hier in Brussel. Dus dat stelt zich geen probleem. En ik heb u, enfin niet aan u, maar in een ander debat over dezelfde materie heb ik al geantwoord. Natuurlijk, voor mij moeten wij de 6 politiezones op dezelfde rij stellen. Niet alleen maar 1 zone tegenover de 5 andere, omdat het een prioriteit is voor de 19 gemeenten. Dus, dat mag niet, want voor Antwerpen betekent dat een begroting, een specifieke begroting van 18 miljoen euro. Dus dat kan iedereen niet betalen. Maar wij zullen natuurlijk dat steunen. Ja. Nee, niet mijn gemeente, hè. Dus het gewest in het algemeen. Hè. Dus wij gaan dat natuurlijk, het project, als het mogelijk is, hè, wij blijven en wij zijn kandidaat. En dat hebben wij al in 2016 aan meneer Gambo een brief specifiek over die materie geschreven. Dus geen probleem. En voor de taalwetten, u weet dat ben ik
Ja, wij moeten de wet naleven. Dat spreekt vanzelf, dus ik zal u niet zeggen. Dus, en voor de problematiek recrutering, dat gebeurt bijna elke jaar. Gedurende de open deurdagen van de Westelijke Politieschool is er een specifieke actie. Maar natuurlijk binnenkort, normaal gezien volgende jaar, met de inrichting van de Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen gaan we natuurlijk dat uitbreiden. Want dat is natuurlijk dat zal een nieuwe troef, denk ik toch, zijn voor onze imago hier in Brussel. En dus de jongeren brengen naar de politie, veiligheidsberoepen. Dat is onze bedoeling. Ja, dank u wel, meneer minister-president. Ja, dus het is duidelijk dat u zelf een démarche genomen heeft om dit mogelijk te maken voor Brussel. Maar het is mij nog niet 100% duidelijk, het ligt misschien aan mij, maar het is dus eigenlijk het gewest dat ook voor middelen zal zorgen en ook zal eigenlijk instaan voor de recrutering voor de 6 zones. U gaat zorgen dat ze rechtmatig alle 6 behandeld worden, maar het zal het gewest zijn, dat leid ik af uit uw antwoord. Natuurlijk, het laatste boek van meneer De Wever nog niet gelezen over zijn bedenkingen over Brussel, maar voor mij is dat natuurlijk klaar en duidelijk. Het is het gewest, het moet dat organiseren. Wel ja, maar dus als wij pleiten voor politie aanwerven in Brussel, dan is dat uiteraard in onze ogen ook het gewest dat moet doen. Maar heeft u enig zicht, dat is dan misschien nog eens opnieuw de vraag stellen, wanneer dat het gewest deze aanwerving kan doen en over hoeveel agenten dat kan gaan? Is dat ongelimiteerd bij wijze van spreken of laat de minister van Binnenlandse Zaken toe een 200 of een 300 agenten rechtstreeks aan te werven? Heeft u daar iets zicht op? Maar dus u gaat, het zal het gewest zijn dat kan instaan voor de rechtstreekse recrutering van die ontbrekende politieagenten. Ja, oké, maar dan ben ik daarin verduidelijkt. Dank u wel. Marc-Jean Geysels. Et ça concerne l'implication d'agents de la STIP dans les contrôles d'identité. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Ministre-Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. L'article du VIF a suscité à nouveau un certain émoi pour un débat que nous avions déjà eu en commission, donc il me paraît intéressant de revenir aujourd'hui en séance publique sur une question qui nous concerne tous et qui concerne plus spécifiquement les contrôles effectués par la STIP. Donc on peut très bien comprendre que les agents de la STIP sécurisent les transports en commun, interviennent pour le contrôle des titres de transport. On peut également très bien comprendre qu'à cette occasion, à l'occasion de ces contrôles, ils soient éventuellement assistés des membres des polices zonales pour assurer la sécurité et le confort des fonctionnaires de la STIP. Par contre, la question commence à se poser lorsque l'article, d'ailleurs, s'intitule « Chasse aux enfants ». On constate qu'à l'occasion d'un contrôle ticket de transport à 8h20 du matin, on commence à contrôler le titre de séjour d'enfants et de passagers des transports en commun. Je ne pense pas que là soit le rôle de la STIP et je ne pense pas non plus que ce soit le lieu idéal pour ce type de contrôle. Donc je voulais connaître un petit peu votre avis sur la légitimité de tels contrôles, sur l'attitude que vous comptez adopter dans vos rapports avec la STIP. Est-ce que vous allez demander de maintenir ces contrôles ou d'en changer le type? Aussi savoir si vous avez une concertation avec les chefs de corps. C'est vrai que ce contrôle s'est fait à Scarbeck sur la ligne 55. Est-ce que ce contrôle s'effectue de la même façon à Uccle sur la ligne 92? Et donc, je voudrais aussi avoir cette assurance, mais je voudrais aussi, personnellement, j'ai assisté, j'en parlais avec
Béa Diallo qui semble avoir assisté au contrôle dont on parle, mais j'ai déjà remarqué que ces contrôles sont assez insécurisants pour les passagers, même ceux qui sont en possession d'un titre de transport, parce qu'on voit 8 à 10 agents de la STIP accompagnés d'autant de policiers qui montent dans un tram, et c'est quelquefois assez brusque. Est-ce que c'est de bonne politique de maintenir ce type de contrôle des tickets de transport? Est-ce que l'ajout d'un watman au chauffeur dans les transports en commun ne serait pas une solution plus conviviale et qui donnerait une meilleure image de la STIP, puisque si le titre de transport doit être contrôlé, l'image de nos transports en commun doit toujours être améliorée. Je vous remercie. J'ai bien sûr connu les watmen. Meneer de minister, ik zal heel kort zijn. Ik denk dat ik kan me perfect aansluiten aan de collega die net voor mij heeft gesproken. Maar ik hoef eigenlijk niet in de krant te lezen, want ik neem de tram 51 elke dag. En ik heb dat eigenlijk meegemaakt met die controle meermaals. En deze keer was dat eigenlijk op hetzelfde moment, gisterochtend eigenlijk, om 8 uur, tussen 8 uur en 8 uur 30. Plots kwam eigenlijk aan het niveau van Simonis, of nee, aan de Belgica, sorry. Een tiental agenten van de MIVB met 2 politieagenten. Dat is wel indrukwekkende. Dus het probleem is het moment. Omdat eigenlijk, dan moeten we wachten dat de controle gedaan is. Dat betekent we verliezen soms 17 à 15 minuten om discussie zijn. Mensen willen niet uitstappen. En ik begrijp wel dat iedereen moet betalen. Dat is oké. Maar er zijn mensen die connectie hebben, die zijn aan het stresseren. Maar dat blijft duren omdat mensen weigeren uitstappen. Oké, dat is één zaak. Tweede zaak, we controleren eigenlijk familie met kinderen. En er zijn er mensen wel die niet betalen. Oké. En dat gaan vaak alle kinderen van hetzelfde klas. Of van hetzelfde school. Waarom moeten we eigenlijk die kinderen eigenlijk op die moment denigreren om te zeggen, kijk, die heeft betaald, die heeft betaald, want ze gaan straks naar school. Ja, dat gaat zeer ver. Ik heb zelf eigenlijk met een paar ouders gesproken. Ik denk dat eigenlijk, we moeten even goed nadenken, is dat het beste moment? Omdat eigenlijk, wat gaat gebeuren, dat die controle in plaats van om 8 uur 20, dat om 8 uur 30, om 8 uur 40, als de kinderen op school gaat zijn. Ik denk dat eigenlijk dat de methode momenteel de MIVB gebruikt om eigenlijk de mensen te controleren. De moment is niet de aangepaste uur. En ik denk dat meneer de minister, dat de mensen wel duidelijk een antwoord willen weten. Wat is aan de hand bij de MIVB? Bij sommige agenten van de MIVB, ik kan dat niet geloven dat jij als minister gaat zeggen aan die mensen, jij moet die controleren of kinderen gaan controleren. Dat geloof ik totaal niet. Maar ik wil graag eigenlijk toch een deel van antwoord om te kunnen mensen geruststellen eigenlijk in die zaak. Dank u. D'abord, Monsieur le Président, ce n'est pas le gouvernement qui décide à quel moment et comment les contrôles se fassent. Hein. Évidemment, je crois que tout le monde, comme vous avez vous-même dit, veut que tout le monde qui utilise le transport en commun paye. Là, il y a un problème à Bruxelles. Hein. Il y a une très grande partie, trop grande partie des Bruxellois ou non-Bruxellois, avec ou sans papier, je laisse encore au milieu, qui ne payent pas. Hein. C'est une réalité. Ça nous coûte de l'argent. Ça énerve aussi beaucoup de Bruxellois qui payent. Ils sont énervés aussi par ça, qu'eux ils respectent les règles, eux payent et voient qu'il y a des autres qui ne payent pas et ça irrite les gens. Je crois que tout le monde est d'accord, je pense qu'il y a assez un consensus là-dessus, qu'il faut par conséquent contrôler, puisque notre réseau est partiellement souterrain, où là tu peux avoir les contrôles avec les portiques, mais même aussi, hein, moi que je prends beaucoup le transport commun aussi, parfois j'ai presque quelqu'un sur mon dos qui veut passer avec moi hein, dans le truc. Ça dépend du personnage, parfois c'est amusant, parfois moi, hein, mais c'est quand même problématique. Hein. Je crois qu'on est d'accord qu'il y a un souci là-dessus. Il faut contrôler. Je vais être clair. La mission de la STIP doit être que contrôlée si les gens ont un ticket, oui ou non. Les contrôles qui sont faits sur le réseau doivent avoir comme objectif est-ce que les gens ont un ticket, un titre de transport, oui ou non. Et la STIP me confirme qu'eux font les contrôles dans ce sens-là. J'arrive à la présence du policier tantôt. Mais évidemment, quand on contrôle quelqu'un qui n'a pas un titre de transport, il demande la carte d'identité. Et ça, c'est la séquence qui doit le faire. La carte d'identité peut que être demandée au moment que quelqu'un n'est pas en possession d'un titre de transport. Hein? Et pas utiliser le réseau pour faire le contrôle, est-ce que les gens ont des papiers, oui ou non. Ça, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même du contrôle de juste d'identité? Monsieur le Président, depuis quand Madame Renaud vient de ciel tout à coup hein?
C'est bientôt l'ascension. Oui, vient du ciel tout à coup. Interrompre. Allez, le ciel, l'enfer peut-être. Hein? Viens m'interrompre. Calmez-vous. Hein? Attends les réponses. Les choses sont claires, je répète, puisque Madame Genot essaye de... Sur le terrain, les choses ne sont pas comme vous le racontez. Madame, attends ma réponse. Et je prends moi-même beaucoup de transports en commun et je vais arriver. Et je suis d'ailleurs déjà moi-même contrôlé, comme ça. Et je donne mon titre, pour être clair. Alors, agent STIP doit contrôler est-ce que vous avez un titre de transport, oui ou non. Dans le cas qu'il n'y a pas de titre de transport, la carte d'identité peut être demandée et à ce moment-là, un PV peut et doit être rédigé, évidemment. Problème est que dans le passé, ça on ne peut pas oublier non plus, dans le cadre de ce contrôle, il y a beaucoup d'agressivité, puisqu'il y a des gens qui ne payent pas, qui deviennent très agressifs. Je peux vous raconter des anecdotes aussi, puisque quand moi je vois dans le tram que quelqu'un ne paye pas, ça m'arrive que je fais une remarque et je dis madame ou mademoiselle, la dernière fois c'était une mademoiselle, pourquoi vous ne payez pas? Mon Dieu, l'engueulade que j'ai eu sur moi est parfois beaucoup plus agressif vis-à-vis des gens qui contrôlent. Mais c'est la pratique, quand la STIP est devenue la pratique, contrôle certaines lignes qui sont accompagnées par les policiers. Sinon, il y a beaucoup d'agressivité. Et quand le cas, il y a des problèmes, la police peut intervenir. Est-ce que c'est ça parfait? Non. Et je suis d'accord que l'image que parfois que ça donne, quand il y a un groupe de contrôleurs avec la police, ça peut être impressionnant. Problème avec les contrôles, il faut beaucoup de personnes, puisque sinon tout le monde fuit le tram ou le bus au moment du contrôle. Et là, tu n'as contrôlé rien. Tu vois, tu as déjà vu ça aussi, quand ce n'est pas un nombre important, les contrôleurs entrent et tout le monde qui n'a pas payé quitte le bus ou le tram en une fois. Comme ça, autrement, le contrôle ne sert à rien. Il faut trouver un équilibre. Ça, c'est clair. Je vais redemander à la STIP de regarder si l'équilibre est respecté, que tout se passe selon les normes de dignité humaine. On ne va pas arrêter les contrôles. C'est difficile de dire on ne va pas contrôler à 8h20 ou 8h30 au moment que les écoles commencent, puisqu'à ce moment-là, tout le monde qui veut pas payer va prendre le tram et le bus, ça se fait assez rapidement, qu'il n'y a plus de contrôle dans cette tranche d'heure et les gens vont utiliser. Alors, il faut trouver l'équilibre. Mais je vais être très clair, ça ne va pas que les contrôles de tickets de la STIP sont utilisés pour chercher ou faire la chasse aux gens sans papier. Ça, ce n'est pas le but. Le but doit être toujours, quand il y a le contrôle, est-ce que quelqu'un ou quelqu'une a payé son ticket de STIP. Ça, c'est le but. Malheureusement, il y a de l'agressivité quand les gens contrôlent. Ça fait que les agents sont plus équipés et qu'il y a parfois présence de la police. Mais je vais demander de revoir les procédures et aussi de regarder si tout ça se passe humainement. Et que quand il y a des enfants, là aussi, que ça ne donne pas l'impression d'un état policier ou une force policière qui entre dans le bus. Tout est question de trouver l'équilibre à ce moment-là. Et ça arrive, il y a des familles où les parents n'ont pas payé. Et quand l'enfant est là, il ne contrôle pas l'enfant, il contrôle le parent. Bon, à ce moment-là, il doit quand même dresser un PV. Il ne peut pas dire « Ah, tu t'es accompagné avec un enfant, on ne va rien faire ». Ça ne va pas non plus. Et par conséquent, je répète, je termine, il faut trouver un équilibre. Ça doit se faire d'une façon digne, humainement et respectueuse, mais l'équilibre doit être trouvé. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur le ministre, je vais quand même vous dire que vous êtes quand même le patron de la STIP. Il y a une administration, il y a un conseil d'administration. Et le conseil d'administration doit faire son travail, d'accord, pas de souci. Et je pense qu'il est clair qu'on a décidé que le tram est payant, le bus est payant, les gens payent, pas de souci. Mais est-ce qu'on doit faire un contrôle entre 7h50 et 8h20 du matin? Arrêtez, non, je sais que c'est toute la journée, mais ils arrêtent les gens entre 7h20. Moi, je prends plusieurs fois le tram 51, pratiquement, je vous dis pratiquement tous les jours, et simplement que les contrôles se passent à un moment donné bien déterminé, et qu'il y a d'autres enfants qui sont présents. Et donc, à un moment donné, un enfant voit un autre enfant se faire arrêter avec sa mère. Peut-être que la mère a été irresponsable. Est-ce que ce n'est pas une mesure disproportionnée par rapport au fait qu'on risque d'attraper 3 ou 4 personnes supplémentaires et de ridiculiser ou d'humilier un enfant qui va aller tantôt à l'école dans la même classe qu'un autre enfant et qui va peut-être toute la journée se foutre de sa gueule pour lui dire qu'il a été arrêté parce que ses parents sont des voleurs et qu'il en voiture. Moi, je pense qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on fait et à l'impact.
C'est pour ça que moi, je vous connais, je sais quelles sont vos positions et tout, mais je pense qu'il est clair, Monsieur le Ministre, de peut-être de soulever le cocotier auprès du conseil d'administration de la STIP pour leur dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et que parce qu'on risquerait de rater l'occasion de rattraper 2, 3 ou 4 supplémentaires et tout. Je pense qu'il faudrait, c'est quand même un peu disproportionné. Cette heure-là est une très mauvaise heure, Monsieur le Ministre, s'il vous plaît. Essayez de contacter en tout cas certains responsables de la STIP pour leur dire que est-ce que c'est possible? On ne va pas tout diriger, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter. Je vous remercie. Merci. Alors, si vous voulez bien, nous allons poursuivre. Nu hebben wij een vraag van meneer Lotenstaal over de maatregelen in zaak bedrijfswagens. Hij zal gevolgd worden door meneer Cornelis en mevrouw Maas. Meneer Lotens. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Achte leden van de regering. Het nieuwste ideetje uit de ideeënbus dat is bovengehaald nu om het mobiliteitsprobleem op te lossen, luidt als volgt. Men gaat iedereen die een bedrijfswagen heeft in Brussel daarbovenop ook een fiets- of een treinabonnement geven. De maatregel zou vanaf 2018 ingaan en is van toepassing voor die bedrijven met meer dan 100 werknemers. Nu, heel wat vragen dringen zich op natuurlijk wanneer we dat lezen. Ten eerste, wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Is het de bedoeling dat de bedrijfsleiders in Brussel dat zullen moeten ophoesten? Of is er een tussenkomst voorzien van de Brusselse stedelijke regering? Zo ja, is dat al gebudgeteerd? Waaraan had u gedacht? Enzovoort. Tweede vraag. Heeft men een impactstudie gedaan om te kijken of dat wel zinvol is? Want ik kan me voorstellen dat er heel wat personeelsleden in Brussel zijn die wel degelijk hun bedrijfswagen dagdagelijks nodig hebben voor hun werk. Ik denk aan vertegenwoordigers bijvoorbeeld. Ik zie ze niet hun job vervullen met een fiets, nog met de trein. Dus ook daar moeten we ons afvragen, zal dat in zaken mobiliteit een en ander oplossen? Werd het idee besproken met de werkgeversverenigingen? Ik heb de indruk van niet. Hetgeen wat ik in de media verneem, valt men daar helemaal uit de lucht. Nochtans weet u dat mobiliteitsprobleem het probleem nummer 1 is voor heel wat problemen, voor heel wat bedrijven in Brussel. En het lijkt me dan toch bizar te zijn dat men dergelijk idee de lucht instuurt, de wereld instuurt, zonder overleg te plegen. En een laatste vraag. Is er overleg gepleegd met de federale regering? Want ook daar is men met allerhande plannen bezig. En iedereen met gezond verstand weet dat het nuttig zou zijn dat de diverse plannen natuurlijk op elkaar worden afgestemd. En ik eindig nog met één bedenking. Een bedenking, en ik citeer even iemand van Agoria die zegt: een verhuisfirma bellen wordt op termijn de goedkoopste oplossing om het Brussels mobiliteitsprobleem op te lossen. Ik denk dat men daar toch even moet bij stilstaan, dat dat wel zeer ernstig is wanneer dergelijke ideeën naar boven komen. Dank u. Ja, bedankt. Ik hoop inderdaad dat de laatste inderdaad niet bewaarheid wordt. Ik maak me natuurlijk ook dezelfde bedenkingen. Nog maar laatst, vorige week vertelde u, meneer de minister, en mijn vraag is dan ook eerder gericht aan minister Gozouin deze natuurlijk, dat naast fiscaliteit natuurlijk mobiliteit een van de structurele problemen is waarmee onze stad en dus ook het bedrijfsleven te maken heeft. En we waren toch wel verbaasd inderdaad dat uw collega's Frémaux en Smet dan de oplossing voor de mobiliteitsproblemen willen gaan zoeken bij, en dat is misschien belangrijk, laten betalen ook door de Brusselse ondernemingen zelf. Werkgevers, u moet mij maar verbeteren als ik mij vergis natuurlijk, werkgevers zouden verplicht een NMBS-abonnement, een MIVB-abonnement en een VILO-abonnement moeten geven aan de werknemers die over een bedrijfswagen beschikken. Ik laat het midden in hoeverre inderdaad dat het een efficiënte maatregel zou kunnen zijn. Ik heb toch wel zeker bedenkingen bij de economische kost van deze maatregel.
Want deze maatregel kan oplopen tot een half bruto maandloon van inderdaad sommige werknemers. De moeizame inspanning van de federale overheid om de loonhandicap weg te werken en de concurrentiepositie met de buurlanden te verbeteren, dreigen hiermee een maat voor niets te worden. Bedrijven die in Assen, Vilvoorde en Zaventem actief zijn, krijgen in de toekomst misschien een dubbel voordeel, minder kosten en minder mobiliteitsproblemen voor hun werknemers. Dat wensen wij natuurlijk niet te zien. Vandaar dus mijn vragen. Is dit voorstel goed doorsproken met de Brusselse Economische en Sociale Raad? Wat zullen volgens u, meneer de minister van Economie, de economische consequenties zijn van dit voorstel? Ook op het vlak van arbeidsplaatsen. Zou het toch echt niet verkiesbaar zijn om eerder stimulerend op te treden en dus een beslissing eerder af te wachten over het mobiliteitsbudget van de federale regering of eventueel ook een mogelijkheid van huisvestingsbudget om dan eerder met een bijkomende kostenfactuur af te komen voor Brusselse bedrijven? Ik dank u voor uw antwoord alvast, meneer de minister. Ja, beste ministers, deze morgen zet ik mijn radio op en hoorde ik ook het bericht. Ik was een beetje verbaasd. Langs de Franstalige kant is er helemaal geen berichtgeving daarover geweest. Dus het is de reden waarom dat wij hier met Nederlandstaligen alleen staan. Is het omdat het de Nederlandstalige media heeft gehaald, maar blijkbaar dus niet de Franstalige media. Maar bon, het komt erop neer dus dat u een voorstel lanceert om gratis abonnementen te geven van openbaar vervoer of bedrijfsfietsen, of de verplichting voor de bedrijven vanaf 100 werknemers die salariswagens aanbieden. En dus mijn eerste vraag, beste ministers, is op welke manier gaat u dat introduceren? Beste ministers, op welke manier gaat u dat introduceren? Via bedrijfsvervoerplannen of via andere wetgeving? Dat is mijn eerste vraag. Is er ook een voorafgaande analyse gemaakt met betrekking tot de beoogde effecten? Want ik ga ervan uit, mevrouw de minister, van leefmilieu, dat het is te doen omwille van de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit die slecht is in Brussel. Dus welke analyse heeft u dat uw voorstel de luchtkwaliteit gaat verbeteren? Maar ook naar u, minister van Mobiliteit. Welke effecten beoogt u met betrekking tot de mobiliteitsstromen op vlak van openbaar vervoergebruik, meer fietsgebruik en minder autogebruik? En ik stel mij ook de vraag waarom dat u de grens van 100 werknemers hanteert. Waarom? Ik ben even gaan kijken via de bedrijfsvervoerplannen. Men heeft ongeveer 714.000 banen in Brussel. Dat zijn de cijfers van 2014. Daarvan zijn er 60% bedrijven zonder verplicht bedrijfsvervoerplan. Dus dat is al 427.000 werknemers die daar niet onder vallen. En als je ziet de bedrijven die wel een bedrijfsvervoerplan hebben ingediend, dus die 40%, daarvan zijn er eigenlijk al 75% die een gratis treinabonnement voorzien en ook een fietsvergoeding. Dus uiteindelijk gaat het over een zeer kleine fractie, de maatregel dat u gaat nemen. Dus waarom is het vanaf 100 werknemers en niet vanaf voor de kleinere bedrijven? Welk overleg is er geweest met de federale regering? Hoe stroomt het met de plannen van de federale regering voor mobiliteitsbudget? En dan het goede voorbeeld als Brusselse regering gaat u zeer consequent ook voortaan openbaar vervoer nemen en de fiets, ook om u te verplaatsen naar dit parlement, naar al uw afspraken. Oké, dus, maar ook de Brusselse overheid. Ik kijk uit naar uw antwoord. Vraag aan de stad? Vraag het aan de stad, ja. Non negatief. Gezien het aantal soms nogal repetitieve vragen laat u mij toe om globaal op uw vragen aan te antwoorden. De verplichting in verband met de bedrijfsvervoerplannen is geen nieuwe verplichting. Een eerste besluit in verband met de BVP, dus bedrijfsvervoerplannen, is door het Brusselse gewest in 2004 goedgekeurd. Een eerste verslag dat in 2016 gepubliceerd werd,
heeft gevolgen van deze verplichtingen op het leefmilieu en de mobiliteit geëvalueerd. Dit verslag is op de website van Leefmilieu Brussel beschikbaar. Dit verslag toont bijvoorbeeld aan dat het aandeel van de wagen in het woon-werkverkeer met bijna 15% tussen 2004 en 2014 gedaald is voor de ondernemingen die aan de BVP onderworpen zijn. Voor meer informatie over de impact van deze wetgeving nodig u uit om dit verslag te raadplegen. In 2015 is er een rondvraag bij 600 ondernemingen die aan de verplichte BVP onderworpen zijn gestart. Tezelfde tijd bracht een werkgroep onder supervisie van de studiebureaus Traject en Espace Mobilité verschillende ondernemingen, Leefmilieu Brussels en Brussels Mobiliteit samen om de nadelen en voordelen van deze wetgeving te evalueren. Op basis van de rondvraag en van deze werkgroep heeft Leefmilieu Brussel een nieuw besluit voorgesteld dat aan de verwachtingen beantwoordt die door de ondernemingen kenbaar gemaakt zijn. Dit besluit is al in tweede lezing door de regering goedgekeurd en werd aan de verschillende raadgevende instanties, dus de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, Economische en Sociale Raad en Raad voor het Leefmilieu, en ook de Raad van State voorgelegd. Deze instanties hebben opmerkingen geformuleerd die in overweging genomen of verantwoord zijn. Het besluit zal aan de regering deze maand mei ter definitieve goedkeuring voorgelegd worden. Onze doelstelling is de verbetering van de luchtkwaliteit en de mobiliteit in Brussel. De Brusselse regering heeft dus al verantwoordelijkheid genomen en treft maatregelen die het leefmilieu verbeteren. Wij kunnen niet eindeloos op de federale regering en haar hypothetische maatregel die pompeuze mobiliteitsbudget gedoopt is, blijven wachten. Wat wij in dit besluit voorstellen is een werknemer die over een bedrijfswagen beschikt de mogelijkheid te bieden om ook minstens van een openbaar vervoerabonnement of van een fiets gebruik te kunnen maken. Het staat de ondernemingen vrij om een mobiliteitspakket voor te stellen die in dat geval geen extra kost voor haar meebrengt. Deze maatregel moet gezien worden als een voordeel voor het bedrijf en een voordeel voor de werknemer. De werknemer zal het vervoersmiddel kunnen kiezen waarmee hij zijn traject aangenaamst en het snelst kan afleggen. Deze maatregel zal potentieel op bijna 38.000 bedrijfswagens betrekking hebben. Wanneer u weet dat 200.000 pendelaars dagelijks met de wagen Brussels binnenrijden, zal u beseffen dat die geen minimummaatregel is. Deze maatregel zal een aanzienlijk impact hebben op de verplaatsingen. Het is een systeem die flexibel, intelligent en ambitieus is. Dank u. Aanvullend. Zoals mijn collega heeft gezegd, we kunnen niet op federaal blijven wachten. Maar federaal werkt een regeling uit rond de mobiliteitsbudget. En dus ook meneer Cornelis een antwoord. Kost het iets aan de bedrijven? Het hangt er vanaf welke keuze ze maken. Ofwel geven ze een mobiliteitsbudget en dan kost het hun niks. Ofwel kiezen ze een bedrijfswagen te geven en dan komt er een kostprijs bij van het zij een fiets of een abonnement op het openbaar vervoer. Dat is ongeveer €500 per werknemer. Aangezien we de grote bedrijven vragen om dat te doen, maar weliswaar 97% van de bedrijfswagens daar normalitair zullen ondervallen, denken wij dat die bedrijven dat perfect kunnen dragen. En als er dan associaties zijn die vandaag zeggen, ja, maar het is een kostopjager, dat klopt niet. Hè. Als je de totale kost ziet, dan is dat marginale bedrijf. Moest dat nu een klein bedrijf zijn, kan ik nog begrijpen dat je daar opmerkingen over maakt, maar voor de grotere bedrijven is dat perfect mogelijk. Ik wil er trouwens de aandacht op vestigen dat er vandaag er eens bedrijven zijn die het spontaan doen. Het idee komt ook van hun. Want wat is het probleem vandaag? Er zijn nogal wat mensen die een bedrijfswagen krijgen en die toch met de trein willen komen werken, maar die moeten dan het treinabonnement uit hun eigen zak betalen. En je weet hoe een Belg is. Hè? Als hij iets gratis kan doen, gaat hij er niet voor betalen. En dus zegt hij, ik neem een trein niet, want dan moet ik het zelf betalen. Dus neem ik met een gratis
bedrijfswagen. En juist om in dat soort situaties, als men dan toch een bedrijfswagen moet krijgen, dat men dan toch ook met het openbaar vervoer kan komen of met de fiets, want zoals u weet, het overgrote deel van de pendelaars die in Brussel werken en met de auto komen, wonen op een afstand van minder dan 25 kilometer rond Brussel, wat betekent dat potentieel een groot deel van hun trouwens ook met de fiets kan komen. Het klopt dat niet iedereen met de fiets kan komen. Ook niet iedereen moet de fiets gebruiken. Maar je moet steeds in het achterhoofd houden dat dit maar één van de maatregelen is. De maatregel bestaat niet, maar één van de maatregelen is om de autodruk te verlagen. En als al die kleine maatregeltjes worden gevolgd, dan zullen degenen die echt een auto nodig hebben om zich te verplaatsen, veel vlotter kunnen rijden. Want er zijn altijd mensen die de auto nodig hebben, daar zijn we ook niet tegen. Maar die gaan dan vlotter kunnen rijden. Dus samengevat, dit hoeft niet per se iets te kosten. Dat hangt af van de keuze die een bedrijf zelf maakt op dat moment. Ten tweede, er zal nog overleg met federaal komen. Als zij klaar zijn met hun interne strubbelingen over het mobiliteitsbudget, want dat sleept al zeer lang aan, dan zullen wij kijken in welke mate dat problematisch is met ons besluit. Maar aangezien wij het mobiliteitsbudget al voorzien hebben als een optie, lijkt ons niet echter een probleem te ontstaan, eventuele modaliteit, en dan kunnen we dat al nog aanpassen als het moet. En het is dus niet zomaar een idee, meneer Lotes. Ik weet niet of u van de morgen naar programma's hebt geluisterd, maar nogal wat mobiliteitsexperten vinden wat wij voorstellen wel goed, hè? En ik vraag maar één ding, je krijgt altijd reflexen, hè? Als je iets voorstelt dat goed is, dan krijg je van die reflex van, oh, moet het bedrijfsleven laten betalen, dus we zijn tegen, of is het wel waar? Anderen gaan dan proberen te delokaliseren, bedrijven uit Brussel. Anderen zijn misschien ontgoocheld omdat ze niet zelf op het idee gekomen zijn en niet uitgevoerd hebben. Dus je krijgt altijd zo een beetje, altijd een beetje een mix van reacties. Dus wij denken dat dit iets dat kan werken. Gaat dat de files oplossen? Nee, dat is maar één van de maatregelen die genomen kunnen worden. Maar wij schrijven ons sowieso in een constructieve dialoog met federaal, zoals wij dat in Brussel gewoon zijn om te doen. Voilà. Ja, meneer de voorzitter, ik moet het u nageven, meneer de minister, u bent toch wel een straffe kerel, moet ik zeggen. Terwijl iedereen in dit alfront de media heeft kunnen volgen vandaag en heeft kunnen lezen en horen dat de werkgeversorganisaties uit de lucht vielen, komt u hier vertellen, het is hun idee. Het is hun idee, zij zijn ermee afgekomen. Bedrijven, meneer Lotes, bedrijven. Straf moet ik zeggen. Ik denk dat het beter waren geweest. Associaties van meer luisteren naar een bedrijf. Ik denk dat het beter waren geweest, meneer de minister, mocht u in plaats van dergelijke ideeën naar de media toe lanceren, dat u die eerst zou doorpraten met de werkgeversorganisaties, dat de kans op succes groter zou zijn, dat de kans op weerstand kleiner zou worden. Conclusie van het verhaal is, als ik het goed begrijp, dat voor nogal wat Brusselse bedrijven in feite de kost groter zal worden in vergelijking met Vlaamse bedrijven en Waalse bedrijven. En dat hebben we natuurlijk al helemaal niet meer nodig. Overleg met de federale regering, ja, dat zal er komen, maar we gaan eerst onze beslissingen nemen en dan zullen we overleggen. Lijkt mij ook niet de juiste richting om te werken. En tenslotte zou ik willen zeggen, een groot stuk van de verantwoordelijkheid in dit verhaal ligt natuurlijk bij u. Wanneer er een adequaat openbaar vervoer is, een veilig openbaar vervoer ook, nodigt dat vanzelf uit om het openbaar vervoer te gebruiken. Wanneer er transitparkings zouden zijn aan de rand van de stad, iets waarover we sinds mensenheugenis in dit alfront al spreken, wanneer die er zouden zijn, dan zouden we ook daar een stap in de goede richting zetten en zouden dit soort maatregelen als vanzelf aanvaard worden, zowel door werkgevers en door de sociale partners. Ik dank u. Ja, oké. Ik had natuurlijk ook graag het antwoord gekregen van de minister van Economie in deze. Maar bon, ik hoor wel wat jullie pleidooien zijn. Ik hoor ook wel een verschil tussen u, minister Smet, en minister Frémaux. Volgens minister Frémaux zou het ook toch nog altijd een mogelijkheid zijn
een mogelijkheid zijn, waar dat u zegt duidelijk dat het een verplichting is. Dus ik denk toch dat u daar nog eventjes moet gladstrijken. Ik ben zeker niet voor een verplichting. De mogelijkheid vind ik fantastisch. Dus de mogelijkheid is inderdaad, en als er inderdaad spontane acties zijn vanuit de bedrijven zelf om inderdaad het mobiliteitsbudget anders in te vullen dan met een bedrijfswagen, dan zijn we daar natuurlijk voorstander voor. Natuurlijk zijn we ook voor bedrijfsvervoersplannen, maar wij blijven natuurlijk voor een grote voorstander voor het stimuleren van goede maatregelen en niet van het opleggen en het verhogen dus van de arbeidskosten hier in het Brussels gewest. Ja, ik stel vast dat binnen de meerderheid niet iedereen op dezelfde golflengte zit. En een andere vaststelling is, meneer de minister, dat u selectief luistert. Ik heb een aantal heel concrete vragen gesteld en ik heb geen antwoord gekregen. Bedrijfsvervoerplannen of andere wetgeving? Enkel bedrijfsvervoerplannen. Besluit. Dus enkel bedrijfsvervoerplannen. Oké. Dus waarom? Wat is de reden geweest om niet de bedrijven voor minder dan 100 werknemers te nemen? Wat is de reden? Dat is, want het merendeel van de bedrijven die nu al een bedrijfsvervoerplan hebben, geven al een treinabonnement. Dat is nu al. Dat is 3/4 van de bedrijven geven al een treinabonnement. Dus eigenlijk, het is 60% van de bedrijven in Brussel die niet onder die regel vallen. Dus de argumentatie heb ik niet gehoord. En dan de analyse van de beoogde effecten op vlak van luchtkwaliteit en mobiliteit. Als u extra mensen in de trein stopt, moet u weten hoeveel mensen dat er de trein gaan nemen. Die er nu al... Madame Maas, allez, franchement, on se connaît bien, hein? Je vous ai répondu à toutes ces questions. Je vous ai expliqué que l'obligation, elle existe depuis 2004, qu'il y a un arrêté. Je vous ai tout expliqué. On a déjà eu plusieurs fois le débat et c'est comme si vous venez de prendre quelque chose de nouveau. Je vous ai expliqué que non. Vous dites on ne répond pas sur l'impact qualité de l'air et mobilité. Je vous ai dit que tout était sur le site de Bruxelles Environnement. Ik ben naar de website van Leefmilieu Brussel gaan kijken, mevrouw de minister. En ik heb de cijfers die ik hier nu net heb aangehaald van uw eigen website en van het rapport voorgesteld. Dus de cijfers van het aantal banen en het aantal bedrijfsvervoerplannen komen van het plan. Dus u heeft geen analyse. Wat hebt u gedaan? Welke resultaten wilt u bekomen met betrekking tot deze maatregel? Madame Maas, nous sommes dans une question d'actualité. Je vous propose de revenir en question en interpellation et vous aurez tout. Mais je vous invite vraiment à lire ce qu'il y a sur le site de Bruxelles Environnement, avec attention, plus que dans l'hémicycle avant de poser la question. Vous ne plaignez pas si elle remet ça à travers une interpellation. C'est vous qui l'avez invité à le faire. Oui, elle aime ça. Elle adore ça. Alors, mevrouw Van Achter, over de nalevingen door de gemeenten van het gewestelijk parkeersbeleid. Meneer de minister, na de ballonnetjes en ideetjes laten we misschien eens gaan naar de realiteit. U heeft hier een besluit, inderdaad, een besluit aangenomen in oktober 2016, sinds 1 januari 2017 van kracht. En dat besluit zegt heel duidelijk hoeveel een vrijstellingskaart, een bewonerskaart, een parkeerkaart, hoe je het ook wil noemen, kost of moet kosten. We hebben een eerste kaart minimum 10 euro, een tweede kaart minimum 50 euro, een derde kaart minimum 250 euro. Nu verscheen in Brus een artikel over bewonerskaarten in Brussel met 2 maten en gewichten. Dat moet natuurlijk zijn met 19 maten en gewichten, want er zijn 19 verschillende realiteiten als we het hebben over bewonerskaarten. Er is maar 1 gemeente die de wetgeving volgt, dat is de gemeente Schaarbeek, die volgt de minimumprijzen. Voor de rest is natuurlijk wel 1 grote parkeerzone in Schaarbeek. Je krijgt voor je kaart wel meer waarde voor je geld, want je kunt overal parkeren. Dus in dat opzicht weet ik niet of dat ze wel aan uw besluit voldoet. Dus meneer de minister, wat is uw reactie? Wat is de realiteit? U heeft inderdaad een besluit gemaakt, aangekondigd met veel poeha in de pers. Het ging allemaal veranderen, maar in de realiteit zien we dan toch, tenzij dat de informatie van Brussel niet klopt, dat het eigenlijk niet wordt nageleefd. We hebben de dienst in Etterbeek die zelf zegt waar je niks moet betalen, dat hij ook niet inziet waarom dat je zou moeten betalen. Dat is wat we in de pers lezen. Dus meneer de minister, wat is uw antwoord daarop?
Uw besluit is van toepassing. Wanneer gaat u instaan voor de naleving? Wanneer komt dat? En dat is natuurlijk één aspect, dat is de realiteit, maar er zijn natuurlijk ook nog veel andere aspecten van uw wetgeving die zou moeten naleven worden. En ik vraag me af hoe dat u die naleving gaat afdwingen. Eerst en vooral het artikel van Brus, dat gebeurt al iets meer, klopt niet. Ze hebben niet alle informatie die ze gekregen hebben gebruikt. We kunnen alleen maar vaststellen dat men het hele verhaal niet brengt. Het gaat vooral over de oude situatie in Etterbeek. Die zijn momenteel bezig met hun reglementen aan te passen. Net zoals alle gemeenten de komende weken en maanden dat zullen moeten doen aan het besluit dat we genomen hebben. We wisten van het begin dat dat niet van de ene dag op de andere kan, dat daar tijd over moet gaan. Het klopt dat er nog geen geharmoniseerd parkeerbeleid in Brussel is. Dat hebben we ook nooit weggestoken. Er zijn wel belangrijke stappen gezet. Er is in 2009 een ordonnantie gestemd. Dan is er op het einde van de vorige legislatuur een besluit gekomen waar er nogal heel wat vragen waren. We hebben dat dan verduidelijkt, aangescherpt op bepaalde punten. En nu is er tijd nodig om dat in de praktijk om te zetten. Dat het niet altijd met even groot enthousiasme gebruikt, zal ik ook niet wegsteken. Dat die situatie niet altijd ideaal is, dat zal ik ook niet ontkennen. Maar er is een besluit genomen en dat moet nu uitgevoerd worden. En daarvoor heeft men nu de komende maanden tijd om dat te doen en om te zetten. En dat er gemeentelijke parkeerplannen moeten komen die dan door de regering zullen worden goedgekeurd. Dus eigenlijk moet u uw vraag binnen een jaar nog eens terugstellen en dan zullen we zien hoe ver we staan. En als er dan niet opgetreden wordt, u weet dat de ordonnantie de mogelijkheid voorziet dat we in de plaats treden van de gemeenten die het manifest niet willen doen. Dus ik hoop dat het niet zo ver komt, voor alle duidelijkheid. Ik denk dat we problemen die zich kunnen stellen, kunnen oplossen. Dus wat er nu gebeurt is in een transitiefase waar reglementen moeten aangepast worden. Dus, en dat zal ook de komende maanden gebeuren. En ik kan ook alleen maar betreuren dat het artikel, ik heb hier een hele tartine die we ook naar hun gestuurd hebben, naar Brussel, om te zeggen dat we toch, ik zou zeggen, wat mijn medewerker dan gestuurd heeft, dat we verbaasd zijn over hun berichtgeving. En dan herhalen we nog eens alle informatie die we gegeven hebben en die het juiste kader plaatst. Af en toe kan het accurater, denk ik. Ja, dat klopt wel, meneer de minister, maar uw wetgeving heeft al heel lang op zich laten wachten. Ja, dat is de vorige regering. Dus als ik er ben, neem ik mijn verantwoordelijkheid op. Maar er was veel aangekondigd dat er veel moest veranderd worden. Zoveel is er ook niet veranderd. Ik kijk ook naar de gemeenten die onder het parkeeragentschap vallen. Die gemeenten, als de informatie klopt wat er in Brussel staat, zelfs de gemeente waar het parkeeragentschap voor verantwoordelijk is, past de regels niet toe, want de derde kaart zou €250 moeten zijn. En ik zie dat dat voor die gemeente ook niet van toepassing is, maar misschien klopt de informatie niet. Maar dan alleszins, meneer de minister, wat is uw timing? Wanneer gaan we de gemeenten verplichten om uw wetgeving na te leven? Nu omzetten. Een jaar, zegt u. Zij moeten nu omzetten. En dus de komende maanden, maar dat vergt openbaar onderzoek, Ja, dat vergt beslissingen in gemeenteraad, dat gebeurt niet van 1, 2, 3. Dus er gaat tijd over en op een bepaald moment zullen evalueren. En er zal een evaluatie komen en als het moet zal er een bijkomende bijsturing komen. Dus ik heb ook geen maar u heeft geen timing gegeven aan de gemeente? Wel, de komende maanden. Dat is de timing, de komende maanden. Allez, op. Dat is de realiteit hier in Brussel, helaas. Alors, nous ouvrons maintenant notre assemblée réunie et j'appelle M. Colson pour une question au collège relative à l'adoption de la loi sur le secret professionnel. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la Chambre a voté hier soir, ou ce matin, parce que c'était très tard dans la soirée, une proposition de loi de Madame Van Peel qui modifie le code d'instruction criminelle et qui vise à mettre à mal le secret professionnel d'une série d'institutions de sécurité sociale en matière de terrorisme. Alors, le débat a été très très long à la Chambre, mais ce qui m'intéresse, c'est que le débat, il a surtout débordé de la Chambre et que la société civile s'est emparée de ce débat sur le secret professionnel, qui est en effet un sujet sensible et délicat. On ne compte pas le nombre de cartes blanches, de lettres ouvertes, de réponses, lettres ouvertes émanant de divers milieux, qu'ils soient académiques, recteurs anglaires, qu'ils soient médicaux, qu'ils soient judiciaires, qu'ils soient
syndicaux, qu'ils soient mutualistes, qu'ils soient associatifs. Et donc, ce débat a apporté une grande ébullition dans notre société, et rien que pour ça, je crois qu'il faut y voir un motif de satisfaction. Je crois aussi que la loi a été votée hier, que cette loi est mal foutue, qu'elle ne répond pas aux objectifs éventuellement légitimes qu'elle poursuit, et que cette loi fera l'objet de recours que nous examinons déjà d'ores et déjà et que nous examinions déjà avant le vote fatidique de hier soir. Mais en attendant, de bêtises de wet, et donc je crois, Madame la Ministre, qu'il vous appartient, et je développerai bien entendu une interpellation sur le sujet, parce que le sujet est évidemment vaste et délicat, mais je souhaiterais savoir dès à présent, Madame la Ministre, comment le Collège réuni compte réagir au vote de cette loi, qui est contestée par le monde des CPS, mais pas que celui des CPS, et quel est le soutien éventuel que vous apporterez aux CPS bruxellois en la matière. Je vous remercie, Monsieur Colson. J'étais en train de rechercher parce que je pense qu'il y a déjà une série de recours qui ont été annoncés d'ailleurs ce matin, mais je ne retrouve plus les premiers intervenants qui ont dit qu'ils se pourvoiraient, je pense, devant différentes juridictions à ce sujet. Alors, moi, je resterai attaché effectivement au principe du secret professionnel. On a le 458 du Code pénal, et vous le connaissez, qui connaît une série d'exceptions, qui figure d'ailleurs dans le Code pénal en tant que tel, surtout quand on a la question du conflit avec d'autres types de valeurs. J'étais amenée à prendre acte, comme vous, effectivement, de l'adoption qui modifie le Code d'instruction criminelle. C'est une compétence du gouvernement fédéral. Nous n'avons pas été concertés sur le sujet. Évidemment, qu'il va avoir toute une série de conséquences qui pourraient provoquer, en tout cas, peut-être des modifications dans les fonctionnements au sein des CPAS, qui va influer sur la situation et sur un rôle qui pourrait être aussi inconfortable pour les travailleurs sociaux, par rapport aussi à d'autres membres de l'administration, par rapport à des mandataires, si on reprend les articles de la loi organique, en tout cas les 36 et 50. Donc par rapport à ça, nous allons suivre la situation telle qu'elle se développe dans les jours à venir, vérifier effectivement s'il y a des recours qui sont intentés contre cette législation, sur quelle base, sur le plan juridique et autres. Mais je pense qu'il est important de pouvoir réunir les représentants de Brulocalis assez rapidement sur le sujet pour regarder toute une série d'initiatives qui peuvent être prises dans le cadre de nos compétences. Bien, mais je vous remercie, c'est un peu une réponse de la bergère au berger ou l'inverse. Mais donc c'est avec plaisir, bien entendu, que les coprésidents de la Fédération des CPS bruxellois au sein de Brulocalis attendront votre demande. Ceci dit, c'est vrai, moi je ne doutais pas, je vous avais interrogé par une question orale qui a été transformée en question écrite, bien avant la deuxième version de la proposition Van Peel, et donc j'ai cette réponse ici, et donc elle était assez claire, elle s'inspirait d'ailleurs largement déjà des positions de la Fédération des CPS bruxellois. Donc je crois qu'il faut profiter de cette période, parce que le débat n'est pas clos, j'en suis persuadé, et je crois aussi qu'il faut avoir l'objectivité de reconnaître que toutes les formations politiques sont traversées par des tensions à cet égard, que la problématique n'est pas simple, et que donc la fonction, notamment les bourgmestres, se voient parfois confrontés à des problèmes également par rapport à cela. Je crois qu'il faut profiter de la période, en attendant, je l'espère, que cette mauvaise loi soit sanctionnée, sous le plan des recours, bien entendu. Il faut mettre à profit, au niveau bruxellois, une réflexion intelligente par rapport aux droits et devoirs de chacun en cette matière. Je vous remercie. Voilà. Nous en avons fini. Das afgerond voor wat onze actualiteitsvragen betreft. Et nous allons maintenant sonner. Donc on commence par l'ensemble.
Voilà, nous allons donc voter aan de orde is de naamstemming over het voorstel van de resolutie qui concerne les contraintes budgétaires et comptables européennes pour stimuler les investissements publics. Donc, nous commençons le vote sur cette proposition de résolution. Début du vote. Alors, 73 votants, 73 stemmingen. Heeft iedereen gestemd? Il y a quelqu'un qui a oublié? On n'a que 73 ici. Alors, oui. Voilà, fin du vote. End of the stemming. 52 à, 4 nee et 17 abstentions. La proposition est donc adoptée. Monsieur Clerfay. Je voudrais pouvoir justifier mon abstention. Je suis pour ma part 100% d'accord, non pas avec le texte, mais avec l'intervention que le commissaire Moscovici a fait lorsqu'il était invité par le Parlement dans le colloque qui a préparé cette délibération. Il dit clairement que la rigueur budgétaire ne s'oppose pas à la relance. Il dit clairement que les contraintes qui limitent les déficits publics sont la condition essentielle de la solidarité européenne et les conditions essentielles au maintien d'une union monétaire et de l'euro. Et alors que tous les partis du Parlement fédéral ont voté ces règles européennes il y a quelques années, tous les partis les ont votées justement pour pouvoir se conformer aux règles européennes, je m'étonne que quelques années après, on ait ici une déclaration qui me semble anti-européenne, ça ne me semble pas diplomatiquement intéressant alors que Bruxelles est la capitale de l'Europe, et qui disent quelque chose qui n'est pas très fondé sur le plan économique, me semble-t-il, et qui met en péril, si ça devait se réaliser, ce qui ne sera pas le cas, met en péril l'union économique et monétaire européenne. Voilà. Allez, nous ne reprendrons pas le débat. Claire Failly serait volontiers, mais nous ne reprendrons pas ce débat ici. Alors, nous pouvons maintenant passer au projet d'ordonnance houdende de oprichting van het Brusselse agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven, donc l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise. Alors, début du vote. Alors, un membre s'est ajouté à nous. Voilà. 2 membres. Alors, 44 oui, 24... Nee, dat verandert nog. Allez, 45 oui, 23 nee. Voilà. OK. Et donc, le Parlement adopte le projet d'ordonnance. Alors, nous passons maintenant au vote sur l'ensemble de la proposition de modification du statut du personnel. Dus dat betreft de stage, de ouderschapsverlof, het verlof voor deeltijdsprestaties enzovoort. Début du vote. Voilà, 75 votants, unanimité.
et la proposition de modification du statut du personnel is dus aangenomen et nous terminons ainsi nos travaux de plénière vergadering is gesloten.